Bienvenue sur IFSI Réussite. Chaque vidéo que tu regardes et que tu écoutes, c'est un sujet IFSI complet et converti en un cours vivant. Aujourd'hui, on travaille le sujet de l'UE 1.3 du semestre 1, législation, éthique, déontologie, sorti en janvier 2022 à l'université Paris-Saclay. Bienvenue dans la nouvelle façon d'apprendre. Passons directement à la partie 1. Morale, éthique, valeur, la boussole du soignant. Imagine que tu arrives au travail avec une boussole dans la poche. Cette boussole, c'est ta morale. Elle te dit ce qui est bien et ce qui est mal, comme un feu rouge ou vert. La morale, c'est un ensemble de règles socialement édictées et sanctionnées. Elle sert à ce que la société fonctionne, ou du moins fonctionne le mieux possible. C'est collectif, c'est partagé, tu n'as pas besoin de réfléchir longtemps, tu appliques. Mais maintenant, imagine la scène suivante. Il est 3 heures du matin, tu es en service. Un patient refuse un soin pourtant bon pour lui. Le feu est vert, mais la route est barrée. C'est là que l'éthique entre en scène. L'éthique, ce n'est pas obéir, c'est réfléchir. Contrairement à la morale, l'éthique est plus proche des situations concrètes. Elle n'est pas figée, pas rigide, pas écrite une fois pour toutes. Elle exige un effort volontaire, pas une simple obéissance aux règles. L'éthique, c'est comme se mettre à la place du conducteur, regarder autour, analyser la situation. Elle peut remettre en question les notions de bien et de mal, quand elles deviennent inadaptées au réel. Piège classique du QCM, dire que l'éthique est plus rigide que la morale. C'est faux, c'est exactement l'inverse. L'éthique n'a pas besoin d'un philosophe à côté de toi. Elle appartient à chaque soignant, au cœur de la pratique. Le rôle de la philosophie pour les soignants. La philosophie, ce n'est pas apprendre des noms compliqués ni remplacer le savoir médical. Elle est là pour secouer doucement ta routine. Elle sert à soulever des questions sur les pratiques habituelles. Pourquoi fait-on ce soin comme ça? Est-ce encore adapté aujourd'hui? Elle sert aussi à remettre certains débats mal posés sur de bonnes voies, en proposant un recadrage. Comme quand deux personnes se disputent mais ne parlent pas de la même chose. À retenir pour l'examen, la philosophie aide à penser mieux la pratique, pas à s'en éloigner. Les valeurs, le décor invisible. Les valeurs, ce sont comme les murs d'une maison. On ne les regarde pas toujours, mais elles tiennent tout debout. Une valeur, ce n'est pas une règle obligatoire. C'est une notion qui guide l'action dans un domaine. Elles peuvent être positives, comme l'amitié, la bienveillance, l'équité, mais aussi négatives, comme la violence ou l'indifférence. Et surtout, les valeurs changent avec le temps et les évolutions sociétales. Ce qui était normal hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Piège fréquent, dire que les valeurs sont immuables. C'est faux. Les valeurs selon Paul Ricoeur. Paul Ricoeur utilise une image très visuelle. Les valeurs ne sont ni fixes comme des montagnes, ni changeantes à toute vitesse comme des talus vus depuis un train. Elles sont entre les deux. Elles changent mais lentement.
C'est exactement ce qu'il faut répondre en QCM. Ce que l'éthique permet concrètement. L'éthique te permet de repenser certains principes moraux devenus inadaptés, comme une vieille règle qui ne fonctionne plus dans une situation nouvelle. Elle t'aide à penser une situation de manière élargie, en regardant plus large que le protocole. Elle permet de comprendre comment appliquer un principe moral en contexte. Par exemple, d'abord ne pas nuire aux patients, oui, mais comment ici et maintenant. Et surtout, l'éthique te fait t'interroger sur le sens de ton activité. Pourquoi je fais ce métier? Pourquoi je fais ce geste? Piège, l'éthique ne sert pas à déléguer la réflexion à des spécialistes. Le doute, ton allié silencieux. Le doute, ce n'est pas perdre pied, c'est rester en alerte. Il te permet de comprendre que tes connaissances théoriques doivent toujours être complétées ou réajustées en situation réelle. Un soignant sans doute, c'est un GPS sans mise à jour. Le doute n'est pas rejeter tout ce qu'on te dit, ou nier la réalité, ou perdre confiance en tout le monde. Ça, ce sont des pièges. La liberté. La liberté, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut. Sinon, ce serait le chaos. C'est un équilibre entre ce que chacun peut se permettre sans nuire aux autres. Comme vivre en colocation. Et non, la liberté n'est pas une critique systématique des règles. Autonomie et vulnérabilité. Autonomie, étymologiquement, c'est se donner à soi-même ses propres lois. Mais attention au piège. Ce n'est pas tout faire tout seul. C'est une aptitude à réajuster ses besoins et ses comportements en fonction de ses capacités. Comme quelqu'un qui marche avec une canne. Il reste autonome, mais autrement. La vulnérabilité, elle, concerne le physique et le psychique. Chez les patients comme chez les soignants. Personne n'y échappe. Partie 2, droit du patient, information, consentement, secret. Imagine que chaque patient arrive à l'hôpital avec une valise invisible. Dans cette valise, il y a ses droits. Et toi, soignant, tu n'as pas le droit de l'ouvrir sans autorisation. L'information médicale, une obligation, pas une option. Le code de déontologie médicale est très clair. L'information médicale doit être obligatoire, appropriée, loyale et claire. Ces mots-là, tu ne les changes pas. Tu les apprends par cœur. Informer, ce n'est pas réciter un cours de médecine. C'est adapter les mots au patient, à sa situation, à ce qu'il peut comprendre. L'information médicale doit porter à minima sur les différentes investigations, les traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité et leur urgence éventuelle. Piège classique, l'information médicale concerne le patient et lui seul. Les informations de santé des parents n'en font jamais partie.
Le consentement, le feu vert indispensable. En droit français, il est par principe interdit de pratiquer un acte médical sans le consentement libre et éclairé du patient. Pas implicite, pas approximatif. Il faut qu'il soit libre et éclairé. Libre, ça veut dire sans pression. Éclairé, ça veut dire après information. Sans ce feu vert, tu n'avances pas. Quand peut-on passer outre l'information? Il existe des exceptions, mais elles sont très encadrées. On peut passer outre l'information en cas d'urgence ou d'impossibilité d'informer, comme un patient injoignable, et enfin en cas de volonté du patient d'être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic. Mais dans ce cas, sauf si des tiers sont exposés à un risque de transmission. Piège, la volonté des soignants n'est jamais une raison valable. Le secret professionnel, le coffre-fort. Le secret professionnel est une règle fondamentale du soin. Il protège la vie privée du patient et les informations qui le concernent. On peut l'imaginer comme un coffre-fort fermé à double tour. La clé n'est jamais distribuée automatiquement. Par principe, il est interdit de révéler des informations de santé à des tiers. Et la famille n'est pas une exception automatique. Donc, ni le conjoint, ni les enfants, ni les parents n'ont un droit général d'accès aux informations médicales. C'est exactement le piège du QCM. On te propose plusieurs membres de la famille pour te faire hésiter. En réalité, aucune des réponses proposées n'est correcte. La bonne réponse est donc aucune des réponses ci-dessus. Image à retenir, le secret professionnel, c'est une porte fermée. Elle ne s'ouvre que si la loi l'autorise expressément, même quand la situation est émotionnelle ou difficile. Le dossier du patient décédé. Après le décès, certaines personnes peuvent accéder au dossier du patient. C'est possible pour le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin. Piège, le tuteur et le curateur n'y ont pas accès après le décès. La personne de confiance. La charte de la personne hospitalisée est très claire. Le patient peut se faire assister par une personne de confiance. Ce n'est pas une personne à prévenir ou une personne référente. Non, ici le mot c'est personne de confiance. Elle agit comme une boussole humaine quand le patient ne peut plus s'exprimer. Pour la désigner, elle doit être désignée par écrit et elle peut être modifiée à tout moment. Donc ce n'est pas obligatoirement quelqu'un de la famille, ce n'est pas à vie et ce n'est pas plusieurs personnes, c'est toujours une seule personne. À retenir comme une image finale, le droit du patient, c'est comme une maison vitrée. Tout doit être transparent, mais tu n'entres jamais sans frapper.
Partie 3, loi, institutions et obligations, le décor invisible. Le secteur sanitaire. Le secteur sanitaire vise les établissements de santé publics et privés. Point. Piège classique, les EHPAD et les MAS n'en font pas partie. Ils relèvent du médico-social. Le CCNE, la conscience collective. Le Comité consultatif national d'éthique, créé en 1983, c'est comme un sage autour de la table. Il ne décide pas à la place des soignants, mais il éclaire. Au 11 octobre 2021, le CCNE a rendu 137 avis. Ce chiffre tombe tel quel en QCM. Tu ne l'arrondis pas, tu le mémorises. L'obligation vaccinale anti-Covid. Dans le cadre de l'obligation vaccinale anti-Covid, les agents des établissements de santé non vaccinés ont été suspendus depuis le 15 septembre 2021. Ni avant, ni après. L'IVG, ce que dit exactement le droit. L'interruption volontaire de grossesse est prévue par le droit français et elle est possible pour toutes les femmes mineures et majeures. Donc, piège à éviter, pas besoin d'accord d'un assistant social et pas réservé aux majeurs. Les mesures de protection juridique. Quand on entend tutelle ou curatelle, beaucoup de gens imaginent tout de suite une personne très âgée. C'est un réflexe, mais c'est aussi le piège du QCM. Une mesure de protection juridique n'est jamais déclenchée par l'âge. Il n'existe aucun âge minimum légal pour la tutelle ou la curatelle. Ce qui compte, ce n'est pas l'âge, mais l'altération des facultés mentales ou corporelles, empêchant la personne d'exprimer sa volonté ou de protéger ses intérêts. Donc, toutes les propositions qui donnent un âge précis, comme 60 ans, 70 ans, 80, 85 ans, sont fausses par principe. Donc, dans ce QCM précis, la seule réponse juste est aucune des réponses ci-dessus. L'information sur les prestations facturées. Quand l'établissement facture certaines prestations, il a une obligation d'information. Cela concerne notamment l'installation en chambre particulière, les repas des accompagnants, l'hébergement des accompagnants et les interventions de chirurgie esthétique. Mais attention au piège, l'installation aux urgences n'en fait pas partie. La loi de 1905, la séparation. La loi du 9 décembre 1905, c'est la séparation des églises et de l'État. Donc c'est ni l'édit de Nantes, ni sa révocation, ni la constitution civile du clergé. L'agent public et la neutralité. Un agent public est tenu à une obligation de neutralité. Cela veut dire pas de signes religieux visibles, pas de pratique du culte sur le lieu de travail. Mais attention aux pièges fréquents, la neutralité n'empêche pas la liberté de croyance.
mais elle encadre son expression. Le tribunal judiciaire. Avant, il existait deux juridictions, le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance. Pour simplifier l'organisation de la justice, ces deux tribunaux ont été fusionnés. De cette fusion est né un nouveau tribunal qui appartient au premier degré de l'ordre judiciaire. Ce tribunal s'appelle le tribunal judiciaire. À retenir pour le QCM, dès que tu lis fusion du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance, tu coches tribunal judiciaire. Les sanctions disciplinaires dans la fonction publique. Imagine une échelle. Parmi les sanctions disciplinaires, on retrouve l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de 3 jours maximum. Donc piège, l'observation n'est pas une sanction et la mise à pied n'existe pas dans ce cadre. Les déclarations obligatoires. Les établissements de santé doivent parfois déclarer certaines maladies. Cela concerne les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la santé publique. Et les maladies nécessitant une intervention urgente, comme le Covid. Donc attention au piège, faut surtout pas cocher toutes les maladies cardiaques, neurologiques ou cardiovasculaires. Ça, c'est des pièges. Partie 4. Cas clinique, quand le droit rencontre l'humain. Cas clinique numéro 1. Fin de vie et directive anticipée. Imagine Madame M. Elle est en réanimation. Elle a un cancer métastasé. Les traitements ne sont plus efficaces. Avant d'en arriver là, Madame M a fait quelque chose de très fort. Elle a écrit ses directives anticipées. Les directives anticipées, ce sont les souhaits de la personne concernant les conditions de limitation ou d'arrêt des traitements. Cette définition, tu la gardes telle qu'elle. Elles disent ce que la personne veut pour elle-même, quand elle ne pourra plus parler. Et surtout, retiens bien ceci. Les directives anticipées sont modifiables et renouvelables à tout moment. Elles ne sont jamais figées. Elles sont aussi prises en compte par le médecin dans ses décisions. Pas par la famille, pas par les proches. Piège émotionnel très fréquent. Le fils n'est pas d'accord. Il souffre, mais il ne peut pas modifier les directives de sa mère. Les directives anticipées ne sont pas établies en présence obligatoire de la famille et elles ne peuvent pas être modifiées par un parent proche. Donc, image à retenir. Les directives anticipées, c'est une lettre écrite par la personne à l'avance et personne n'a le droit de la réécrire après. Cas clinique numéro 2. L'employeur qui veut savoir. Monsieur J est hospitalisé après une chute. Le téléphone sonne. C'est l'employeur. Il veut savoir s'il est hospitalisé et pour combien de temps. Dans ta tête, 2 phrases doivent s'allumer comme des néons. Toute prise en charge a droit au respect
de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Et la circulation des informations concernant le patient doit toujours se faire avec son consentement. L'employeur n'est pas un proche au sens du droit. Il n'y a aucune dérogation au secret professionnel. Même par téléphone, même avec de bonnes intentions. On ne donne pas d'informations et on ne confirme même pas l'hospitalisation. La personne de confiance, ce qu'il faut répondre à Monsieur J. Monsieur J n'a pas désigné de personne de confiance, car il ne connaît pas les règles. Tu lui expliques simplement. La personne de confiance doit être désignée par écrit, et elle peut être modifiée à tout moment. Donc piège classique, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un de la famille. Ce n'est pas plusieurs personnes, et ce n'est pas pour la vie. Image mentale, la personne de confiance, c'est un badge temporaire qu'on peut changer quand on veut. Cas clinique numéro 3. Mineur, chirurgie et parents séparés. D a 16 ans. Il est hospitalisé pour une fracture complexe. Une intervention chirurgicale est nécessaire. Ses parents sont séparés, mais ils exercent tous les deux l'autorité parentale. Premier pilier, pour tout acte non usuel, comme une opération chirurgicale, l'autorisation des deux titulaires de l'autorité parentale est nécessaire, même en cas de séparation. Et deuxième pilier, même si D est mineur, il doit être informé des soins et son consentement doit être recherché en adaptant les informations à son âge et à son degré de maturité. Donc, piège à éviter en QCM, dire qu'un mineur n'a pas besoin d'être informé, c'est faux. Penser que l'autorité parentale disparaît à l'hôpital, c'est faux aussi. Et croire qu'à 16 ans, on est autonome juridiquement, c'est aussi faux. Image mentale, même mineur, D a une voix, mais ce sont ses parents qui signent. Image finale pour tout le sujet. Pense à l'hôpital comme un pont suspendu. D'un côté, il y a le droit, solide, précis, non négociable. Et de l'autre, il y a l'humain, fragile, émotionnel, parfois conflictuel. Ton rôle de soignant, ce n'est pas de choisir un côté, c'est de tenir l'équilibre. Tu viens d'écouter IFSI Réussite, la méthode qui transforme les sujets IFSI en savoir clair, vivant et utile. Ce sujet vient s'ajouter à tous les autres que tu trouveras ici. Chaque vidéo te fait progresser parce que chaque sujet sont complémentaires entre eux et te donne les notions pour valider toutes tes unités d'enseignement. C'est ça la méthode IFSI Réussite, apprendre par la diversité des sujets, pour que ton cerveau crée des ponts entre les notions et retienne tout ce qui tombera à l'examen et sans effort. À force d'écouter et de lire ces cours, tu finiras par tout connaître, sans t'en rendre compte. Pas besoin de relire 100 fois les mêmes polycopiés. Ici, tu avances sujet après sujet, UE après UE, jusqu'à construire une base solide pour valider tes 3 années d'IFSI. Parce que la réussite, c'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Et cette méthode, tu viens de la vivre. C'était IFSI Réussite, le savoir vivant, clair et efficace.